IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, Amal Bakar, A-M-A-L, B-A-2-K-A-R, pour un livre aux éditions Claire Lorrain, Les perles du Tao. Bonsoir Amal Bakar. Bonsoir Joël. Alors, Bonsoir la radio. bonsoir à la radio. Vous avez 47 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes arrivé en France il y a très longtemps. Je suis née à Versailles. Ah, vous êtes né à Versailles, Ouais. donc pas d'origine marocaine. Et Franco-marocaine, la double culture. voilà, vous êtes parisienne depuis Une dizaine d'années. une dizaine d'années, mais Versailles, c'est pour moi, c'est Paris. Et vous avez 2 enfants. Oui, qui ont 16 ans et 14 ans, des ados. Vous avez été commercial, chef de projet au groupement de cartes bancaires. Exactement. C'est quoi ça? Alors, en fait, le groupement des cartes bancaires, c'est ceux qui génèrent les cartes bancaires, les cartes Visa, Mastercard et d'autres cartes étrangères ou nationales. Et en fait, j'ai fait de la gestion de projet, donc j'ai géré comment dire, les intervenants qui appliquent et qui installent les applications dans les terminaux de paiement et dans les distributeurs. Voilà. C'est la gestion de projet technique. C'est technique, ça, Très oui. technique. Ouais. Après, vous avez été assistante en ressources humaines au Absolument. ministère de l'Intérieur. Exactement. Donc moi, ça a été un de mes postes phares que j'ai bien apprécié, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. J'ai appris beaucoup sur l'humain, sur l'homme, la femme, sur ses envies, leurs envies en entreprise. Et j'ai beaucoup évolué humainement. Ça m'a ouvert. Et ça m'a, malgré mon burn-out que j'ai vécu au niveau professionnel, mais c'était du sexisme et de la misogynie, j'en ai gardé le bon, en fait, pour continuer à avancer et m'ouvrir à l'écriture et donner à voir au lecteur. Le burn-out, c'était où? C'était au ministère? Au ministère de l'Intérieur, oui, au bout de quelques années. Et en fait, j'ai été harcelée moralement par mon responsable hiérarchique et qui s'attaquait à ma couleur, à mes origines, à mon franc-parler et le fait que je sois une femme, tout simplement. Une sorte de racisme? Un petit peu, oui. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé que j'ai pas voulu reconduire mon contrat pour être titularisée. J'ai fait le choix de partir et j'ai voulu porter plainte et le syndicat m'a déconseillé de porter plainte en me disant que de toute façon les policiers étaient protégés. Donc, C'était des policiers? oui, il avait une formation policière. Ouais. Bon voilà, maintenant j'ai tourné la page. C'est un échec quand même. C'est un échec sans être un échec parce que je ne me serais pas lancée dans l'écriture si j'avais pas eu cette claque entre guillemets dans la vie. Et je me suis retrouvée alignée avec ce que je fais qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire et à donner à voir des messages d'espoir et qu'on peut rebondir malgré des coups durs dans la vie qu'on peut vivre en entreprise ou à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et ça, c'était en quelle année, ce burn-out? C'était il y a 5 ans et demi. Et donc, vous vous êtes arrêté, il y a eu un arrêt? Oui, il y a eu un arrêt pendant 3 ans et demi, 4 ans, et 4 ans exactement, où j'ai dû me reconstruire psychologiquement, me reconnecter à mon corps. Et puis, je me suis initiée au yoga, au hatha yoga. Et là, depuis 1 an, je suis une formation pour devenir enseignante. D'accord. Et là, vous avez écrit un livre qui s'appelle Les perles du Tao, mais Oui. avant, vous en aviez déjà écrit un autre, Oui. un recueil de nouvelles qui s'appelait Rokia, les masques tombent. Oui. Ça parlait de quoi, ça? Alors, Rokia, les masques tombent, c'est un recueil de nouvelles qui parle en fait des liens transgénérationnels et aussi qu'on porte chacun des bagages du passé, de nos ancêtres. Et des fois, dans les relations qu'on crée, qu'on noue avec d'autres personnes, il y a des fois des schémas ou des cycles qui reviennent et qui ne sont pas nettoyés. Donc, à travers des histoires que j'ai mis en place, que j'ai créées, que j'ai imaginées, j'explique tout ce processus et que dans une relation, quand ça ne va pas, il y a 50-50. Il y a une part de nous qui n'a pas été nettoyée, comme des blessures émotionnelles, comme des besoins de reconnaissance, comme d'autres choses. Et du coup, la personne en face peut en profiter inconsciemment parce qu'elle le sent. Voilà, tout simplement. Donc, Rokia, les masques tombent, c'est des nouvelles psychologiques, on va dire.
Voilà, Est-ce que ça. c'est la même chose que la recherche de ses origines, un peu? C'est la recherche de ses origines, tout à fait. C'est vraiment une bonne question et je rebondis là-dessus parce que il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est important de connaître les histoires de nos ancêtres et de nos parents qui nous ont donné la vie, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont transporté avec eux, de ce qu'ils ont dénoué ou pas. Sachant qu'il y a une époque ancienne où nos ancêtres n'avaient pas forcément les moyens qu'on a aujourd'hui d'aller travailler son corps ou travailler son psychologique, par exemple. Donc oui, oui, bien sûr. Bien Donc sûr. c'est quelque chose qui vous a parlé à vous. Vous avez sûrement un problème pour pouvoir en parler. Moi, ça m'a concerné particulièrement parce que j'ai dans ma famille, dans mes ancêtres, on a eu beaucoup de blessures émotionnelles. Et j'en parle librement parce que moi j'ai fait un travail là-dessus et je le porte plus en moi. Voilà, je m'en suis libérée, détachée parce que j'ai compris beaucoup de choses. Mais et les ancêtres femmes dans ma famille ont vécu des violences assez graves. Et ma mère porte aussi, a porté ça aussi, et à travers la parole et la libération, elle s'est détachée de ça. Et moi aussi, par rapport à ce que mes ancêtres avaient vécu. Des violences graves, c'est-à-dire Mes ancêtres ont vécu des violences assez... des viols. oui, des viols, des choses qui leur appartiennent à elles, elles sont parties, donc je pense pas que ça soit utile de C'est- rentrer dans le détail, Voilà, quoi. c'était la place de la femme dans ces sociétés-là. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle a évolué, la place de la femme? Alors tout dépend, bonne question, tout dépend les pays. Et la femme, le respect de la femme, c'est toujours d'actualité, que ce soit dans les sociétés occidentales ou pas. Et je pense que c'est important en tant qu'auteur, femme, de porter ce message et de transmettre et de véhiculer à travers des écrits que le respect de la femme doit passer par la lecture, par l'art, par tous les arts nécessaires pour faire comprendre aux hommes qu'on est là et qu'on a autant de valeur qu'un homme et qu'en plus on donne la vie. Donc voilà. Oui, c'est... Alors il y a aussi Majda, M-A-J-D-A. Oui, dans Les Perles du Tao, Majda, en fait, c'est un personnage dont je me suis inspirée avec la rencontre d'une amie qui a vécu des choses terribles. Elle a rencontré un Européen qui s'est reconverti à l'islam. Et elle est tombée amoureuse de son mari, Johan, enfin son futur mari, Johan. Et puis, de fil en aiguille, il va se retrouver embourbé dans la religion jusqu'à l'extrémisme. Et Majda ne sait pas, elle est partagée entre l'amour et la soumission et accepter ce que son mari lui demande de porter le voile. Et puis voilà, il y a des violences qui s'instaurent au fur et à mesure. Je vous en dis pas plus, je vous invite à lire l'histoire. On le retrouve un peu dans les Perles du Tao, Oui, on ça. le retrouve dans Les Perles du Tao. Et voilà, c'est une ode à la vie, une lueur d'espoir et guider les femmes vers la lumière et vers la liberté, voilà, de la femme. Qu'est-ce que vous pensez du voile, alors? Alors je pense que le voile, si la femme le porte et que c'est un choix de sa part, libre à elle, et chacun est libre de choisir ce qu'il a envie les choses auxquelles il a envie d'adhérer au niveau religieux ou pas. Par contre, si c'est imposé, je trouve que c'est pas normal et que chacune est libre justement de choisir sa vie, quoi, ses choix. Est-ce que vous êtes musulmane? Moi, j'ai des parents qui sont musulmans, mais je ne suis pas pratiquante. Je ne suis D'accord, pas vous n'avez jamais pratiquante. porté le voile. Non, du tout, du tout. Vos Mais sœurs j'ai des amis, j'ai mes sœurs, j'ai qui en mes sœurs mettent? qui portent le Mm. voile et je respecte tout à fait. Et c'est un choix de leur part et elles vivent très très bien avec. Elles ont de très belles valeurs morales. Et après, ce n'est pas une question de voile ou pas voile, je pense que c'est une question de valeur humaine et de ce qu'on a dans le cœur, en fait. Voilà. Après, les signes ostentatoires ou les signes qu'on porte par choix, quand c'est par choix, en tous les cas, à partir du moment que la personne a de bonnes valeurs intérieurement, je pense que c'est pas gênant en soi. Oui. Ce roman à quatre mains, il n'a jamais été écrit. Alors, ce roman à quatre mains, il est en train d'être écrit, mais ce n'est plus un roman, c'est transformé en adaptation théâtrale. Je travaille dessus avec mon conjoint qui est acteur et comédien. Et en fait, c'est l'histoire de Majda, des Perles du Tao. Et c'est aussi
retracer les liens transgénérationnels et la complexité d'une vie familiale dans toute sa splendeur, donc au niveau théâtral, voilà, de donner à voir. Donc c'est quand même encore une histoire de... Et puis c'est une histoire sur les violences faites aux femmes, voilà, ça me tient à cœur. Je pense que c'est important d'en parler parce que ce soit des violences visibles ou invisibles, il y en a partout, et quels que soient les pays. Et je pense que c'est du devoir des artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des auteurs, que ce soit des chanteurs, voilà, de porter ces messages et de communiquer comme un colibri, en fait, ce type de message. On rappelle quand même qu'il n'y a pas que des violences faites aux femmes, il y a certaines Oui. femmes qui sont condamnées pour des violences faites aux hommes. Ouais. Moi j'avais un ami qui était vraiment battu par sa femme. Enfin, bon. Donc ça serait plutôt sur la violence en général. Oui, absolument. Ben, j'allais y venir. Il y a aussi des hommes que j'ai rencontrés dans des associations qui ont été violentés par des femmes. C'est quelque chose qui me choque et ça me met hors de moi quand je vois ça. Ça me touche profondément. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que transmettent les mères et les pères à leurs enfants pour que plus tard, en grandissant, ça soit nourri d'une telle violence. Je trouve que c'est pas normal et qu'on devrait tous se respecter les uns et les autres. On fait tous partie d'un maillon de l'humanité, on est tous importants, on est tous des cadeaux de la vie et on a tous un travail de responsabilité intérieure à travailler sur soi d'abord. Et si on a une violence qu'on porte en nous, ben la sculpter notre corps, notre âme pour ne pas en arriver là. Il y a tellement d'outils et de moyens maintenant que c'est impensable. C'est impensable de ne pas pouvoir. Oui, il y a une escalade dans la violence en plus. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, on accepte une tape, on accepte d'être secoué, puis après, il y a une escalade dans la violence. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes toujours une rebelle, comme le disait Simone Veil ? Oui, je suis toujours une rebelle. C'est presque un réflexe, quand on me dit quelque chose immédiatement, j'ai envie de dire le contraire. Vous êtes toujours une rebelle ? Rebelle intérieurement, oui, bien sûr. Déjà, je viens d'une famille orientale, musulmane, avec les valeurs que ça incombe, des belles valeurs, mais aussi des valeurs à l'époque, en tout cas, quand j'ai été éduquée dans ma famille, où il y avait des non-dits. Et j'ai toujours été celle qui, justement, posait des mots sur ces non-dits et cherchait l'histoire, cherchait les ancêtres, cherchait ce que les ancêtres ont vécu. Donc il y a quelque part une part de rébellion, quelque part. De ne pas rentrer dans le moule et de dire ce qui ne va pas ou ce qui va. Oui, puis bon, il y a un déracinement, c'est-à-dire Voilà. que vous n'étiez pas dans le pays de vos ancêtres. C'est ça, exactement. Vous y êtes allé dans le pays de vos ancêtres ? Oui, alors j'y suis allée et j'ai retrouvé avec plaisir la terre de mes ancêtres. Et j'ai compris aussi dans quel comment dire, dans quel endroit ils ont vécu et ce que les femmes ont pu subir en tous les cas et ce qu'elles n'ont pas pu faire parce qu'elles n'avaient pas forcément les moyens. Nous, on a la richesse en France d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir évoluer au niveau éducatif, humanitaire. Enfin, il y a plein d'outils, quoi, artistiques, culturels. C'est très ouvert. Chose qu'elles n'avaient pas forcément quand elles vivaient dans les campagnes. Et je pense qu'en France, les femmes, c'était pareil aussi et dans d'autres pays aussi, quoi. C'était dans quelle région du Maroc ? C'est à Meknès, dans le nord du Maroc, en fait, à côté de Fès. Dans les terres ? Oui, dans les terres. Il fait chaud. Oui. Il fait très chaud là-bas. Et puis bon, je veux dire, c'est quand même... je sais pas à quelle époque vous y êtes allé. J'y suis allée il y a une quinzaine d'années et j'y suis retournée il y a 3 ans pour le décès de mon père, pour enterrer mon père là-bas, en fait. Il est reparti mourir là-bas. Oui, c'était un de ses choix. Il avait vécu pendant 40 ans en France et un de ses choix, c'était de retourner dans sa terre d'origine, voilà, où il avait vécu Et votre maman ? en enfance. Ma mère est vivante. Et, elle est là ? Oui, elle est là et j'en profite pleinement et on discute de femme à femme, pas de fille à femme, mais de femme à femme. Ouais, souvent les femmes, elles n'ont pas envie de retourner au pays. Et elle n'a pas forcément, elle a pas forcément envie pour l'instant d'y retourner. Elle est bien, elle a ses amis ici en France depuis 40 ans, elle a créé son réseau. C'est vrai que les femmes... Et puis elle trouve qu'il y a une grande richesse en France aussi. Ouais.
C'est les hommes qui retournent. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et en avec général, vous. ils y retournent pour mourir. Oui. C'est-à-dire que bon, il ferait bien de rester un peu plus longtemps avec nous Mm. parce que en général, ils y retournent pour mourir. Pourquoi avoir appelé ça les perles du Tao? Alors pourquoi les perles du Tao? Parce que le Tao, c'est le yin et le yang, et que pour moi, je C'est la, voulais refléter à travers le recueil de nouvelles, c'est la voie du milieu. oui, la voix du milieu, et c'est ce que je voulais refléter à travers le recueil de nouvelles, c'est le milieu et donc le juste. Et pour moi, les perles du Tao, c'est les perles de sagesse, parce que ça me transmet, pour toutes les nouvelles que vous avez pu lire, une lueur d'espoir, en fait. Que ce soit les femmes qui ont été violentées ou les hommes à travers les nouvelles que j'ai écrites, ou que ce soit une autre histoire sur Maki avec l'histoire de la drogue, ou que ce soit une femme qui a un cancer, tous mes personnages ont eu des rencontres ou des outils qui leur ont amené à espérer une vie meilleure, en fait. Voilà, c'est pour ça. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande et Bonne FM. Nous parlons des femmes, nous parlons de beaucoup de choses avec Amal Bakar, son livre Les perles du Tao. Vous êtes en train d'écrire autre chose en ce moment? Oui, une adaptation théâtrale, justement, qui va s'appeler Relève-toi Majda, qui est extrait, il y a une grande partie qui est extrait de la nouvelle des perles du Tao de Majda, de l'histoire de Majda, et qui va parler aussi des liens transgénérationnels et de la valeur de la femme et du respect de la femme surtout. Voilà. Parce que je milite pour ça et que je trouve que c'est important. Et de la parité femmes-hommes, mais aussi dans les sociétés actuelles. Il y aura plein de sujets qui seront évoqués à travers cette adaptation théâtrale. Est-ce que Majda, c'est vous, quelque part? Est-ce que Majda, c'est moi? C'est une très belle question. Alors, oui, oui, il y a une partie de moi qui est authentique dans cette histoire, et puis il y a d'autres choses dont je me suis nourrie à travers les rencontres que j'ai pu avoir dans les associations de femmes battues ou d'hommes battus, et je me suis inspirée de ça pour créer le personnage de Majda. Il est question du Palais de la Femme. Oui, C'est un bel endroit. c'est un très bel endroit qui permet à beaucoup de femmes justement d'avoir un levier pour pouvoir se relever et avancer, se construire et avancer, je trouve. Vous êtes rentrée dans ce palais? Je suis rentrée dans ce palais, oui. Et j'ai été extrêmement touchée et impressionnée. Ouais. Vous avez discuté avec les femmes qui sont dedans? Non, parce qu'il faut prendre sur rendez-vous et que ça Oui, c'est pas... fermé Oui, maintenant. voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, pas pour l'instant en tout cas, mais pour l'adaptation théâtrale, j'y compte bien en tout cas. Ouais. J'aimerais bien. Il y a cette honte que les femmes portent Oui. parce qu'elles prennent des coups et quelquefois ça se voit. Et alors, il y a des femmes qui subissent et qui portent des coups dans Majda et qui n'osent pas en parler du peur de la honte en fait et d'être jugées, mal jugées, de se montrer comme étant soumises, enfin, parfois peut-être, je ne sais pas. En tout cas, dans les interviews que j'ai pu avoir avec des femmes qui ont été battues, c'est ce qu'elles m'ont dit. Bon, grande majorité, c'est ça. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que cette honte que la femme a, l'homme l'a pas. À la rigueur, il est presque fier de montrer qu'il tape sa femme. C'est-à-dire que les coups qui sont donnés, qui sont perçus et qui se voient, à la rigueur, l'homme est presque content. Que ça soit visible, Ouais, c'est ça que vous ouais, voulez dire? ouais. Ben oui, et je trouve que c'est triste et que c'est malheureux. Et pour avoir connu dans le passé très très lointain, quand j'étais adolescente, un jeune homme qui était violent, et ça c'est une expérience personnelle, c'était quelqu'un qui était brisé intérieurement, qui avait des fractures, ce jeune homme-là. Et je n'accuse en rien ses actions, bien sûr, mais je pense qu'il devait être autant dans la souffrance ou un petit peu moins que la victime. En tout cas, de ce que j'ai pu vivre, les prémices, enfin ce que j'ai pu vivre un peu avec lui, quoi. Donc, moi j'ai réussi à partir assez vite, mais il y a d'autres femmes qui se sont peut-être retrouvées sous sa coupelle et malheureusement qui ont dû en souffrir, de son identité, de sa personnalité. Je pense qu'il y a certains hommes qui battent leurs femmes et qui
Je ne peux pas dire qu'ils ne se rendent pas compte, mais Non, ils ne se rendent pas compte. Mais qui portent des blessures en eux qui doivent travailler, quoi. oui, c'est sûr qu'ils Voilà, ont des c'est blessures, mais ce qui est étonnant, c'est cette jouissance à montrer Oui, au voilà, monde c'est ça, que oui. finalement on tape C'est sa des femme. surhommes et que voilà, qui frappent leur femme. Et oui, oui, bien sûr. C'est triste, hein. C'est peut-être pour demander à la société de les arrêter aussi, finalement. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, on n'aura pas la réponse. Mm. Oui, il y a aussi le fait, pour ces violences faites aux femmes, de ne pas en parler à la famille. Oui, alors ça, je sais que par rapport aux femmes que j'ai pu rencontrer dans les associations, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui n'en parlaient pas du tout à leur famille, par honte, ou des familles des personnes d'origine étrangère, et qui, dans leur culture, il n'y avait pas les codes, en fait, pour communiquer. Voilà, c'est culturel, il y a des cultures comme ça, où il n'y a pas les codes pour communiquer, c'est comme ça, on ne dit pas trop ce qui ne va pas. Et chacun doit gérer un peu sa popote à la maison, derrière les portes, quoi. Donc oui, j'ai été très attristée de voir que certaines femmes, elles avaient vraiment du mal à se confier à leurs proches et qu'elles devaient soit aller à l'extérieur pour trouver une écoute, une oreille pour entendre ce qu'elles avaient à dire et ce qu'elles vivaient, soit elles subissaient. Et malheureusement, il y a des féminicides où ça en arrive au drame et enfin, voilà, quoi. Je sais plus les... J'ai pas les chiffres en tête, mais C'est énorme. c'est énorme, quoi. Et puis avec le Covid, le confinement, et depuis le Covid, ça n'a fait que s'empirer et s'aggraver, quoi. Donc ne pas en parler à la famille. Même pas aux sœurs. Ah oui, ben j'ai eu le témoignage d'une femme qui était d'origine et qui avait des sœurs et qui n'a pas pu se confier parce qu'elle avait peur d'être jugée et que... Puis sa place dans la famille en tant qu'aînée faisait qu'elle devait, elle, écouter les autres et que c'était compliqué pour elle qu'on l'écoute, quoi. Oui, donc Majda, un soir comme un autre, je vous lis à la page 19, a l'envie furieuse d'aller chercher Johan à la mosquée et faire ensemble le chemin du retour. Elle aimerait bien après passer ou par le kebab ou par le libanais. Elle pense lui faire plaisir de couper le quotidien avec sa proposition, mais quand il la voit arriver, il quitte rapidement ses amis, sortit de la mosquée et se précipite vers elle. C'est cette relation entre les hommes et les femmes aussi. Les hommes, ils sont entre eux, dans certaines ethnies, on peut dire. Oui, c'est ça. Et les femmes de l'autre côté. C'est ça. Et ça, c'est très marocain, hein, les femmes qui mangeaient à la cuisine ensemble. Oui, Et... comment dire, dans l'époque de mes parents, c'était beaucoup comme ça, mais ce n'est plus comme ça depuis les nouvelles générations qui sont arrivées, les enfants qui sont nés à partir de 70, 80, ça a évolué et ça a changé, mais c'est vrai que pour les parents d'origine maghrébine de l'époque, oui, il y avait une séparation entre les femmes et les hommes pour les mariages, pour les sorties, pour tout, quoi. Je pense qu'à l'origine, c'était pas pour dénigrer forcément la femme, mais que c'était surtout pour... parce que voilà, la femme avait un rôle attitré, l'homme a un rôle attitré, mais je pense pas que c'était pour dénigrer forcément la femme. Je pense que c'était surtout culturel et que c'était une transmission qui se faisait de famille en famille, de génération en génération. Maintenant, je pense que voilà, avec les nouvelles générations qui sont arrivées, la femme s'est libérée de plus en plus et a trouvé sa place dans la société et qu'elle porte différentes casquettes, différents rôles. Donc, Oui, alors le fait que ces hommes, comme vous dites, deviennent intégristes un peu, c'est-à-dire, est-ce que les femmes peuvent rentrer dans les mosquées? alors, les femmes, oui, elles peuvent rentrer dans les mosquées, mais elles ne seront pas mélangées aux hommes, par contre. Un peu comme dans la religion Oui, c'est juive. ça. Ouais. Donc, les hommes en général vont seuls. Oui, ils vont entre eux. Entre eux, c'est-à-dire oui. qu'ils retrouvent un peu ce qui s'était perdu, c'est-à-dire la coupure entre les hommes et les femmes, cette façon de se retrouver entre eux dans les soirées mosquées, je sais pas comment dire ça, fait qu'ils retrouvent un peu ce qu'ils avaient perdu depuis qu'ils étaient arrivés. Ils trouvent une forme de méditation quelque part. Oui, Voilà, puis c'est ça. ils retrouvent cette coupure qui se fait entre les hommes et les femmes, en allant pratiquer leur religion, en se retrouvant comme Johan, là, qui la voit Oui, arriver, oui. et finalement qui n'est pas content de l'avoir arrivé dans Oui, son milieu oui, d'hommes. oui.
C'est une façon de retourner à la tradition aussi. Oui, c'est une façon de retourner à la tradition, sauf que Johan, mon personnage, est d'origine européenne et qu'il n'a rien à voir avec la culture maghrébine à la base, puisqu'il a perdu ses parents d'un accident et qu'il se retrouve embrigadé dans un extrémisme sans s'en rendre compte finalement. Donc il est un petit peu perdu, cet homme, dans l'histoire. Et il se perd tellement qu'il en devient agressif et violent et il perd tous ses repères. Alors c'est pas une question de religion, c'est des personnes qui l'ont embrigadé dans une religion extrémiste, que ce soit la religion maghrébine, musulmane ou que ce soit une autre religion. À partir du moment qu'il y a extrémisme, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas, quoi. Vous voyez? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était drôle de voir que finalement ça les ramène. C'est la même chose dans la religion juive. Hein. Les hommes, ils y vont seuls le vendredi soir. On voit pas de femmes se promener dans les rues. C'est quand même étonnant, quoi, cette façon de reléguer la femme au foyer. Après, tout dépend quelle approche ont ces hommes vis-à-vis de leur religion. Si c'est une religion méditative et qui leur permet de se retrouver avec d'autres personnes, tant mieux. Mais si c'est pour nourrir un mal-être et en devenir violent, non. Moi, je dis pas forcément qu'ils sont violents, mais c'est oui, tout dépend. Ça fait quand même des clans, d'un côté les hommes et d'un côté... Oui, c'est vrai que ça peut faire clan. Ouais. Alors, la relation que vous avez eue avec votre père, parce qu'on parle des hommes. Alors, moi j'ai eu un père, en fait, qui a été très strict, sévère, parce que nous étions que des filles, donc 4 filles dans la famille. Il a dû rêver d'avoir un Il garçon. a rêvé d'avoir un garçon ou plusieurs garçons pour transmettre la descendance, le nom de famille Baccar. Mais il était très content d'avoir des filles, voilà. Mais bon, idéalement, il aurait aimé avoir au moins un garçon. Et donc, il a voulu nous armer toutes les 4 de la meilleure manière qu'il ait pu transmettre, voilà. Donc il a été très carré, très sévère, vous faites des études, vous allez jusqu'au bout quand vous commencez quelque chose, vous ne lâchez pas en cours de route, tous les bons conseils qu'on peut, avec du recul quand on est adulte, comprendre, mais quand on est enfant, être un peu frustré quelque part. Voilà. Vous êtes la première? Je suis l'aînée, oui. Oui, l'aînée. La place d'aînée qui est très agréable à certains moments et difficile à porter à d'autres. Voilà. Pourquoi très agréable? Très agréable parce qu'on ouvre la voie pour les autres sœurs qui arrivent et qu'elles se rendent compte plus tard que ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on propose à nos parents de faire pour les autres, ça facilite la voie pour les autres filles qui arrivent derrière et que l'éducation s'assouplit aussi. Ouais, elles font les choses plus tôt que vous les avez faites. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt agréable de voir ça. Et puis après, en tant qu'aîné, dans toutes les familles, je pense, on a beaucoup de choses à porter et qu'on n'a pas forcément un retour conséquent humainement, quoi. Mais bon, voilà, chacun son rôle, comme on dit. Il y a le rôle des aînés qui portent beaucoup. Voilà. Alors, votre père vous dit, nous arrivons dans un pays inconnu, notre couleur sera un handicap. Les postes qui nous seront proposés seront destinés aux esclaves. Je vous demande d'honorer votre famille et de bien travailler à l'école. Je vous demande d'être des élèves brillants tout en étant fiers de porter votre nom, Baké Louli. C'est votre vrai nom, Baké Louli? Non. Alors, en fait, c'est le nom de mon personnage, Maki. Dans le père Lacoque et moi. Et en fait, c'est l'histoire d'un Malien ses parents arrivent en France. Et c'est vrai qu'ils vont vivre dans la dualité entre leurs origines et le fait de pouvoir s'adapter dans le pays en arrivant en France. Il y a un peu d'extrait de ce que mon père m'a transmis sur cette hargne et cette volonté d'avancer et de trouver un bon travail coûte que coûte. Après, j'ai un peu caricaturé aussi le personnage du papa. C'est vrai qu'en Afrique, on a, comment dire, on a le goût du travail, de là où je viens, en fait, je parle de ça surtout, mais dans ma famille, on a le goût du travail et d'avancer et de se sculpter, pas forcément en compétition avec l'autre, mais surtout vis-à-vis de soi-même. C'est ce qu'on nous transmet, en tout cas, c'est ce qu'on m'a transmis, c'est ce que mes parents m'ont transmis.
Après, quand ils sont arrivés en France, mes parents, on leur a fait comprendre gentiment qu'ils n'avaient pas leur place parce qu'ils étaient d'origine. Donc je m'en suis inspirée en fait de leur histoire à eux pour créer le personnage de Monsieur Bakelouli, Qui est malien. qui est malien et qui est d'origine africaine aussi. Oui, mais c'est pas la même. C'est pas c'est pas la pareil, même chose. ouais, mais les Maliens sont sont un peu proches des Maghrébins aussi, dans le sens où ils ont envie qu'il y ait une réussite et ils ont envie que leurs enfants réussissent. Et quand ils arrivent ici, j'en connais beaucoup des amis maliens, quand ils arrivent en France, ils ont le goût pour le travail et une justesse aussi, et une fierté aussi, et la fierté elle est méritée aussi et quand ils réussissent. Donc Monsieur Bakelouli, je l'ai créé comme ça en tout cas, quoi. Je me suis inspirée de ce que mes parents m'ont transmis et de ce que Votre j'ai père pu- vous a jamais dit quand même que vous seriez des esclaves? Non, vous non, seriez... du Non, tout. ça Non, c'est non, plutôt non, le non. Mali, ça. Oui, Parce que je vous dis, il y a quand même une différence entre oui, le oui, malien, oui, oui, parce qu'il y a une mais différence de couleur de peau aussi. oui, oui, Donc, bien sûr, oui. faites en sorte de ne jamais rien demander à personne. J'attendrai patiemment le jour où vous réussirez, le jour où je pourrai enfin partir en paix. Oui, c'est ça. Alors ça, mon père nous a souvent dit ça. Il attendait que ses filles réussissent dans la vie pour pouvoir, je pense, s'apaiser intérieurement. Quand il est arrivé en France, il a été soudeur et serrurier à GC Deco. Et on lui a dit constamment, on lui a fait un rappel par rapport à sa couleur de peau, parce que mon père était noir de peau, même en étant marocain. Et il nous a dit, bah voilà les filles, le monde est dur ici en France, donc il va falloir travailler doublement, bonne attitude, respect vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même surtout, et surtout pas de compétition vis-à-vis des autres parce que vous trouverez toujours meilleur que vous. Donc choisissez ce que vous avez envie de faire dans la vie. En fait, il nous a toujours dit ça. Donc ce Bakalouli, c'est lui qui finalement réussit. Et réussit dans la chanson, je pense. C'est dans la chanson. Il devient acteur en fait, et oui, dans la chanson aussi, oui. C'est pas Son votre fils. mari un peu quelque part? Non. Après, vous savez, le travail d'auteur, il y a beaucoup de rencontres. Vous imaginez pas le nombre de rencontres qu'on peut faire dans la journée en discutant. Enfin, moi, j'ai la parole facile, donc je peux discuter dans le train, comme tout à l'heure en arrivant, comme allant chercher une baguette, en faisant des courses. Et puis, les personnes, des fois, se confient parce qu'elles ont besoin de parler, parce qu'on est dans des grandes villes. Et que quand vous avez une écoute en face de vous, bah, vous avez plus de facilité à dire les choses qu'à quelqu'un avec qui vous êtes plus intime de la famille. Et donc ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes de couleur qui viennent me confier en me disant, bah, vous savez, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Surtout les personnes âgées aussi, qui vont raconter leur histoire en quelques minutes pendant le temps des courses dans un magasin ou en faisant la queue au marché. Ou, voilà. Donc moi, après, je récupère ces infos, et puis j'en fais un petit mixte, et puis je crée le personnage, et je m'inspire de ces vrais retours de vie, et je crée après le personnage voilà, qui va raconter son histoire. Bon, bah, cet homme, lui, finalement, il réussit, donc il a un père qui lui demande beaucoup d'argent. Enfin, c'est étonnant la réaction du père qui n'en a jamais assez. Oui, Et il réussit, et ça lui réussit pas vraiment à cet homme-là. non, parce que je voulais parler de l'ego. Alors l'ego qui est propre à chacun, on a tous un ego, mais c'est vrai qu'il y a certains parents, quand ils ont des enfants, ils ne sont pas très contents de la réussite de leurs enfants. Ils sont jaloux. Parce qu'ils sont jaloux, voilà, c'est ça. Et il y a de l'ego, il y a de la jalousie. Et puis, au lieu d'être empathique et d'accompagner l'enfant et de le guider pour se réaliser, ben, ils auraient tellement aimé être à leur place finalement. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas à la même époque. Voilà, quand ils sont arrivés en France et qu'ils voient les nouvelles générations pouvoir se développer, s'ouvrir et puis évoluer professionnellement. Il y a quelques parents, je ne dis pas tous, hein, il y en a certains, et j'en ai déjà vu, hein, avoir des réactions un peu étonnantes, quelle que soit la culture, de voir que matériellement, bah, l'enfant réussit, quoi. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas. Oui, parce qu'en même temps, ils sont fiers. Oui, ils sont fiers, bien sûr qu'ils sont fiers. Moi, je suis maman et je souhaite le meilleur pour mes enfants, et j'arrête pas de leur dire, bah, je vous ai pas fait pour rester près de moi, et réalisez-vous dans la vie tout en ayant de bonnes valeurs, et si vous êtes très riche intérieurement et extérieurement, bah, tant mieux pour vous, quoi. C'est vrai que M. Bakelouli,
Il fait des overdoses. Oui. Alors le fils, oui, il fait une overdose, oui. Troisième partie de cet Au-delà du miroir. Toujours sur l'antenne d'IDFM, la radio que l'on aime et la radio qui vous aime. IDFM 98.fr. Sur toute la planète Terre, vous avez un chapitre fille-mère, mode d'emploi. Ça, c'est difficile. Dans toutes les Vous sociétés. l'avez trouvé difficile? Dans toutes les sociétés, le rapport fille-mère, Ah oui, c'est pas évident. Pourquoi? C'est compliqué parce qu'il y a la femme qui met au monde son enfant, sa fille, et que pour certaines femmes, ça renvoie à des souhaits, des désirs personnels en tant que maman. Et quand on voit sa fille grandir, devenir une jolie jeune femme, en plein dans l'âge, à vouloir se réaliser, des fois ça peut frustrer la mère. Et c'est compliqué aussi parce que la mère va transmettre pour certaines mamans le meilleur sans forcément communiquer sur ce qui s'est passé, sur son histoire personnelle, sur des liens transgénérationnels. Enfin, il y a beaucoup de manque de communication. Et puis c'est compliqué aussi parce que dans les sociétés actuelles, les mamans travaillent maintenant, donc elles n'ont pas forcément le temps de transmettre ce qu'il y a de bon à transmettre à un enfant. Elles vont rentrer, faire à manger, les devoirs, discuter quelques minutes et après au lit. Et malheureusement, tout ce qui est des liens transgénérationnels qui sont, je trouve, super importants à transmettre, il y en a certaines femmes, elles n'ont pas forcément le temps, quoi. Oui, puis la femme... Ou pas envie, peut-être aussi. Oui, et puis quand on voit sa fille devenir femme et que quand on est dans la rue, les hommes regardent la fille plutôt que la mère, on se prend un coup de vieux aussi, oui, il y a ça vrai, aussi. Ouais. Il y a un coup de jalousie qui est lié... alors, est-ce qu'il y aurait la même relation entre le fils et le père? Je sais pas. Est-ce que la relation fils-père... Ah, parce qu'il y a le rapport de la jalousie qui transparaît sur les deux, Oui, c'est moi, ça que vous je voulez pense, dire? ouais. Oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Pas dans toutes les familles, pas dans toutes les relations entre père-fils et mère-fille, mais oui, ça peut arriver à un certain moment donné. Ouais. Voilà. Oui, mais je pense que ça, c'est... Je pense qu'il n'y a pas cette relation femme-femme. Non. Je pense que la relation change à partir du moment où la jeune fille devient femme et que les choses sont posées et sont dites à un moment donné dans la vie, en fait. Et surtout quand elle devient mère. Quand elle devient mère, oui, les choses se transforment aussi, oui. C'est vrai. Tout à fait. Quand vous êtes devenue mère par rapport à votre mère, comment ça s'est passé? Alors moi, je suis avec mon conjoint depuis 18 ans, bientôt 19, et je ne suis pas mariée, donc femme libre, tout en étant avec mon compagnon. Et le mariage, pour l'instant, c'est pas d'actualité, c'est un choix personnel. Je n'ai pas forcément envie de dire pourquoi. Mais imaginez dans une culture musulmane où la femme traditionnellement se marie et ensuite a des enfants. Moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai été enceinte sans être mariée. Donc quand je l'ai appris à mes parents, mon père était super content et ma mère, elle était contente aussi, mais ça rentrait pas forcément dans les codes d'éducation qu'elle avait reçus. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué au départ, et puis après ça s'est détendu. De nos deux côtés, de toute façon, et puis en dialoguant et en discutant et lui amenant ma façon de voir les choses, de la vie et le goût pour la liberté que auquel j'adhère, elle a compris et on a eu vraiment une relation de femme à femme. Avant, c'était une relation femme-enfant et la relation femme à femme s'est instaurée vraiment à partir du moment où je suis devenue mère, en fait. Parce qu'elle s'est dit, bon, elle va passer par ce que j'ai vécu en éduquant des 4 filles. Et vous l'avez écouté sur l'éducation des enfants? Oui, alors je l'ai écouté, j'ai pris le bon pour moi, et puis il y a des choses qui se transmettent de famille en famille dont j'avais pas forcément besoin et que j'ai pas utilisé, mais j'ai pris ces conseils parce que je trouve que les anciens sont de très bons conseils et que c'est important. Est-ce que vous dites à la page 32, quand vous discutez avec elle, parce que j'ai besoin de comprendre d'où je viens et de lâcher les bagages invisibles que je porte? Vous les avez sentis, ces bagages invisibles? Oui, par rapport tout simplement au harcèlement que j'ai vécu au ministère, et
Et j'ai eu une période de non-dit, parce que j'ai pas dit tout de suite que j'avais été harcelée. J'ai attendu 3 ou 4 jours, je crois, et le non-dit était une empreinte dans ma famille qui avait été transmise de génération en génération. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah, il va falloir en parler. Donc oui, c'est vrai qu'il y a de manière invisible des choses qu'on enregistre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis en ce qui concerne l'éducation des enfants, sur l'allaitement, sur tout ça? Parce que les générations ne sont pas les mêmes. Donc, Oui, mais après, moi je pars du principe, mais c'est une expérience personnelle, que les anciens, les parents, ont toujours des bons conseils à amener. Et après, c'est à nous de faire le tri dans ce qu'on a envie de faire, de transmettre ou pas. Mais ils ont quand même des bonnes bases. Ils sont, pour mes parents en tout cas, ont été plus résistants psychologiquement et au niveau physique par rapport pour traverser la vie que les nouvelles générations qui s'effondreront pour un oui ou pour un non, quoi. Enfin, moi, voilà, je parle pour moi, quoi. vous pensez que les nouvelles générations vont s'effondrer plus facilement? Bah, s'ils se souviennent pas d'où ils viennent, il y a un moment donné, oui, c'est important d'avoir les bases, quoi. En ce moment, avec ce qu'on vit, là, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, vous pensez que les nouvelles générations sont armées pour se défendre, pour... Et je vois beaucoup de générations qui ont envie, qui sont dans l'engagement, et ça, je trouve ça magnifique, qui s'engagent déjà pour des bonnes causes, en tout cas. Et puis il y en a certains, on ne leur donne pas forcément les outils, ou on va les mettre de côté parce que d'origine et parce qu'on ne leur donnera pas leur chance, quoi. Voilà. Donc vous sentez encore qu'il y a des problèmes d'origine Bien sûr qu'il y en en a. France? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai une sœur qui a fait Sciences Po. Je suis super fière pour sa carrière. On lui a quand même dit qu'elle faisait partie du quota des gens de couleur et que c'est pour ça qu'elle était à Sciences Po. Je trouve ça quand même gonflé. Elle a fait des études comme tout le monde. Parce qu'il fallait un quota. Parce qu'il fallait un quota. Mais c'est terrible de dire ça à quelqu'un de couleur. C'est terrible. Il faut un quota pour les femmes aussi. Bah oui, il faut un quota pour les femmes aussi. C'est terrible de dire ça aussi. C'est pas normal. Mais en même temps, heureusement qu'il y a un quota. Ben, il ne devrait pas. Il y a un moment donné, ça fait des années que les femmes militent et que les choses avancent, mais pas assez vite encore. Pas assez vite encore. Vous faites partie d'une association? Alors, j'interviens dans plusieurs associations. Je ne fais pas partie d'une seule association, mais je fais des interventions dans plusieurs associations de femmes, en fait. Ouais. Lesquelles? Il y en a une qui est à Massy, Solidarité Femmes. Et puis il y en a d'autres un peu partout. Enfin, dès que je reçois des messages où on me demande d'intervenir pour lire les perles du... Prochainement, je vais faire chez Mona, sur Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. Chez Mona, la cité audacieuse. Non. En fait, c'est une entité, un établissement dédié aux femmes, en fait, pour pouvoir se rencontrer, échanger, soit sur des goûts personnels, soit sur l'entrepreneuriat, soit sur des débats lecture et tout ça. Par exemple, je vais intervenir chez eux aussi, chez elles. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien que finalement on retombe dans ce truc, les femmes se rencontrent pour parler des femmes, finalement on retombe dans ce qui se passait dans les sociétés marocaines où la femme était dans la cuisine, elles étaient toutes dans la cuisine. Non, parce que je Ça pense que revient un la peu au même. sororité... Et Parce que qu'on ne peut pas faire aussi quelque chose où Alors les hommes justement, seraient là. j'allais y venir, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, et que l'adaptation théâtrale va aussi parler de la parité femmes-hommes dans nos sociétés, et je vis avec un comédien-acteur qui a lancé une entreprise qui propose des formations en parité femmes-hommes. Voilà. Donc je trouve, et je suis génératrice de l'idée, et on a travaillé ensemble pour proposer ces formations pour qu'il y ait une équité déjà au niveau des participants. Et Un quota. Pas un quota, que le groupe soit équilibré et que les femmes et les hommes apprennent à communiquer, parce qu'on a un langage différent. Les hommes et les femmes, on a tous les deux un langage différent, et qu'ils apprennent à communiquer, à s'écouter surtout, à s'écouter et à se respecter. Parce que tout vient de là, en fait. Tous les mots MAUX dont on a parlé jusqu'à maintenant viennent de là, du respect et de l'écoute. Oui, je pense que tant qu'il y aura Voilà. une séparation entre les hommes et les femmes, de toute façon ça ne pourra Oui. pas aller. Et tout vient de la transmission surtout de ce que la mère va transmettre à ses enfants, mère ou père, hein, à ses enfants, et des valeurs qu'il a envie de transmettre. Tout vient de l'éducation,
des petits en fait, des enfants, quoi. Qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on reçoit? Voilà. C'est une vraie question. Oui, on parlait des couleurs, le rose pour les filles, le bleu pour les Ben garçons, voilà, la vaisselle pour les filles et le bricolage pour les garçons. c'est ça. Mais ça commence à rentrer au niveau de l'éducation. Je vois par exemple mon fils à l'école, il avait un sujet, un devoir à rendre, où on lui avait demandé, on lui avait parlé de genrer ou pas genrer, et puis d'expliquer si une jeune fille était capable, ou une jeune femme ou femme était capable d'aller faire de la mécanique ou pas, et qu'est-ce qu'il en pensait. Donc c'est que ça commence à rentrer un peu dans l'esprit des jeunes enfants au niveau éducatif. Déjà, il y a déjà un premier pas qui est fait, mais je trouve que c'est pas assez, Alors le pas qui a été fait, c'est pas assez c'est rapide, justement quoi. de rajouter un troisième genre qui n'est ni l'un ni l'autre, Mm. et de dire à une fille qu'elle peut devenir un garçon et un garçon qui peut devenir une fille. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Non, mais je pense qu'une fille peut occuper des postes qui sont jusqu'à maintenant occupés par des hommes. Je Oui, pense qu'elle ça en est fait quelques capable, et ça années fait quand même. quelques années déjà que voilà, c'est déjà réalisé ou en discussion, mais Mais la théorie du genre, c'est-à-dire... j'ai pas trop de choses à dire par rapport à ça. Oui, Oui. Après, il y a des choses qui me dépassent et j'ai pas forcément envie d'en parler. d'en parler. Moi, je trouve ça un peu inquiétant. Ouais. Enfin, c'est le troisième sexe, quoi. C'est le Ouais. sexe sans sexe. Ne plus reconnaître. Mais c'est dans un sens, ça peut être bien, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission à Malbacar? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah déjà, merci à l'édition Claire Lerat de m'avoir fait confiance pour éditer Les Perles du Tao et que vous pouvez le trouver à la FNAC à disposition et que c'est vraiment un livre que vous pouvez lire, prendre le temps. Vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, les nouvelles, et vous pouvez prendre une au hasard La et qu'elle première est vous longue, hein. touchera. La première est la plus longue. Oui, la première est la plus longue, Majda. Celles d'ensuite sont beaucoup plus courtes. Oui, et en fait, chacune des nouvelles pourra vous parler ou vous toucher intérieurement ou vous rappeler à vos propres histoires et à vos propres origines, quelles qu'elles soient. C'est vraiment un livre universel, en fait, hein, qui touche tout le monde, en fait. Ok, qu'est-ce que vous faites en ce moment comme boulot, là? Alors là, je suis en formation au centre Tapovan à Paris et pour devenir enseignante en professeur Hatha Yoga. Voilà. Donc ça dure une formation qui dure 1 an. Je passe mon diplôme en fin d'année. Comment vous êtes arrivé au yoga? Suite à mon burn-out, en fait, j'avais besoin de me recentrer, de me réaligner, me reconnecter à mon corps et de prendre possession de mon corps et de mon âme. J'avais tellement été blessée, ça a été le summum du summum, le burn-out. Je me suis dit, bon, bah non, il faut que je me reprenne en main et que je sache vraiment ce que j'ai envie de faire. Le Hatha Yoga, ça m'a permis déjà à me poser, à respirer, à prendre le temps de dire les choses et d'aller à l'essentiel surtout. C'est pas tellement dans la parole, hein, le hatha yoga. Euh, On se parle à soi-même, mais bon, on ne dit pas trop à l'extérieur. Au niveau de la pratique, oui, je suis tout à fait d'accord, mais quand on sort d'un cours de yoga, en fait, on est tellement aligné que on n'a pas forcément envie de beaucoup parler, mais quand on parle peu et bien. Voilà. Les perles du Tao d'Amel Bakar, donc est publié aux éditions Claire Lorrain. Vous avez un blog, quelque chose? Oui, alors je suis également blogueuse en parallèle depuis 6 ans et le blog s'appelle Mix Parents, Mix Enfants, que vous retrouvez facilement sur Internet. C'est un blog culturel de sortie et puis aussi tout ce qui est littérature. Voilà. Mixte, M-I. Mix, alors M-I-X, parents au pluriel, M-I-X, enfants au pluriel. Et en fait, le mix représente la mixité. Donc la mixité, la diversité. Et donc vous accueillez des parents et des enfants. En fait, c'est un blog qui permet de rencontrer différentes personnes de différents horizons, que ce soit des artistes, que ce soit au niveau culturel, littéraire, au niveau des sorties ou des tests produits. Et après, je propose des articles des articles blog en fait. Je rédige un article dessus sur le blog pour faire un retour sur ce que j'ai aimé ou pas, la culture, sur le théâtre, la sortie pour enfants, pour parents, sur les livres qui sortent. Voilà. Merci beaucoup, Je vous en Amel prie. Bakar. Une phrase pour terminer.
Aimez-vous les uns les autres. Voilà, ça c'est ce que je dis. Je trouve que c'est super important. Et prenez le temps de vous rencontrer, surtout Bah vous oui, de et s'aimer les autres soi-même. aussi. Voilà, ça va. Et ça passe déjà par l'amour de soi pour pouvoir aimer les autres ensuite. Merci beaucoup. Je vous en prie.